Donc là, on change complètement de registre. Là, on oublie le consentement mutuel, puisque là, on passe maintenant dans le cadre strictement judiciaire. On va raisonner, nous, sur ce qu'on connaît et ce qu'on pratique, puisque les nouveaux textes, effectivement, vont changer un peu la donne au niveau de la saisine de la juridiction, mais les points que je vais voir avec vous, de toute façon, seront des points qui se retrouveront dans l'assignation en divorce ultérieurement. Donc aujourd'hui, quand on n'est pas sur le principe d'un divorce par consentement mutuel, eh bien, dans notre jargon, on part sur la requête 251. Alors, la requête 251 du Code civil, ça parle à tous les confrères. Ça veut dire que c'est un document qui va saisir le juge d'affaires familiales et qui va inclure tous les éléments, alors que ce soit les éléments patrimoniaux, extra-patrimoniaux. Les premiers points, tout ce qui est extrêmement important et le rôle de l'avocat premier, c'est, comme ce matin d'ailleurs, l'état civil complet des parties, ça paraît être une évidence, mais il faut le rappeler, avec le critère de la nationalité. Et là, ça a son importance, puisque si effectivement on a un élément d'extranéité, il va falloir s'expliquer sur la compétence de la loi française, donc quelle est la loi qui va s'appliquer, est-ce que c'est la loi française, donc il va falloir ne pas écarter, ne pas oublier ce point-là, c'est un élément qui peut poser problème après si ce n'est pas traité. Il y a également un autre point qui est parfois oublié dans les requêtes en divorce, c'est le contrat de mariage. C'est un élément qui, là aussi, dès la requête, a son importance pour mesurer justement sous quel régime matrimonial les époux sont mariés, et puis mesurer par rapport au patrimoine qui va être détaillé dans la requête, si on est bien sur les bonnes règles et comment tout ça, ça peut s'articuler. Parce que ce contrat de mariage va parler au juge, doit parler aux confrères, et c'est un élément important. Par la suite, on va donc évoquer, moi je pars toujours en premier des enfants, donc on va commencer par évoquer ce problème-là. Et ça, c'est des points. Donc, alors peut-être avant de parler des enfants, bon là encore c'est une évidence pour nous avec la pratique, mais la requête en divorce n'est pas motivée. C'est pas, avant on déposait des requêtes quand on choisissait le type de divorce qu'on allait engager, divorce pour faute, divorce pour rupture de la vie commune à l'époque ou autre. Là, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on a une requête de 151 sans grief, et il ne doit pas y avoir de grief énoncé au niveau de la requête, sinon c'est à peine d'irrecevabilité. Il faut être très clair. Le législateur, en 2004, a voulu une neutralisation dans les procédures de divorce, a voulu orienter les époux le plus possible vers le consensuel, vers les accords, et a considéré qu'effectivement on ne devait pas arriver avec artillerie lourde dans la requête en divorce. Donc on ne mentionne pas les motifs de la procédure. Donc je reviens sur les enfants. Alors les enfants, je vais être très rapide, même si c'est le cœur des débats souvent de la conciliation, de l'audience de conciliation, effectivement il faut faire des demandes qui doivent être précises, puisqu'on part dans l'éventualité, il faut toujours avoir à l'esprit que le défendeur, l'époux qui donc sera en défense, peut ne pas venir à l'audience de conciliation, et auquel cas le demandeur est nécessairement lié par les termes de sa requête. Il ne peut pas aller au-delà, il ne peut pas demander au juge autre chose que ce qui figure dans sa requête. Donc il faut là-dessus être très précis sur ce qu'on veut demander. Donc les DVH, les pensions alimentaires, je glisse. L'autre point important, et qui peut-être, je considère que n'est peut-être pas suffisamment traité, enfin c'est mon point de vue en tout cas, c'est ce que je considère le patrimoine. Alors le patrimoine, après c'est vrai que quand on est en demande, on fait parfois avec ce que l'on a. Et parfois, il se trouve qu'on n'a pas grand-chose parce que le contentieux conjugal fait que parfois les éléments d'information, eh bien, ils sont uniquement un des époux, mais à la mainmise dessus, et il est parfois très difficile d'avoir l'intégralité des éléments. Toujours est-il qu'en tout cas, dans cette requête, il faut être le plus complet possible sur à la fois, bien sûr, le domicile conjugal, puisque le juge devra statuer sur l'attribution du domicile conjugal à titre onéreux ou à titre gratuit au titre du devoir de secours, mais également la problématique de la gestion
des biens, quand il y a des locatifs, quand il y a des sociétés, quand il y a des divers biens patrimoniaux, diverses structures, diverses sociétés, il va falloir apporter le plus possible d'informations au juge. Pourquoi? Eh bien parce qu'en arrière-plan, il peut y avoir la question des pensions alimentaires pour les enfants, il peut y avoir également la question du devoir de secours pour l'un des époux. Donc il faut véritablement faire un travail très complet, à mon sens, au niveau de la requête et pas simplement quelques lignes. À l'occasion de la requête, il peut déjà être, je ne vais pas déflorer le sujet, mais il peut déjà être mentionné le souhait du demandeur de partir sur une désignation 255-10 ou 255-9 selon l'ampleur justement du patrimoine, mais c'est bien, à mon sens, de l'indiquer d'ores et déjà. Parce que d'abord, ça sera un éclairage pour le juge quand il va prendre connaissance du dossier, c'est-à-dire, tiens, là, le demandeur m'alerte sur un point. Il y a un débat, il y a une discussion, on va en parler, et qu'est-ce qui fait qu'on doit en parler? Bon, voilà, donc ça, c'est vraiment les points qui m'apparaissent pour moi importants, qui doivent figurer dans la requête. Voilà, Madame le juge. Oui, quelques points, enfin 2-3 points à préciser. Oui, est-ce que je me permets, parce que je dois aussi regarder le temps, est-ce que vous allez aborder à la suite les modifications est-ce que c'est ça l'intérêt? Qu'est-ce qui se passe au 1er janvier? Parce que je pense que c'est au 1er janvier que le décret va... Enfin, j'en ai pas la certitude. Qu'est-ce qu'on va faire dans le cabinet? Comment? La difficulté, c'est que comme on n'a pas les décrets d'application, on n'envisageait pas du tout. Alors voilà, on avait abordé la question quand on était en réunion préparatoire, mais il a été fait le choix, comme les décrets, on ne les connaît pas, de ne pas aborder, enfin, ça m'apparaît difficile aujourd'hui de vous présenter le cadre de ce que sera la procédure, même si je regrette, hein, moi j'aurais aimé avoir les décrets là en octobre, on les aurait travaillés, on aurait pu vous présenter quelque chose de plus actualisé. Là, simplement, la seule chose que je peux quand même indiquer par rapport au cadre qui a été voté donc au mois de mars et ce qui semble se profiler, c'est qu'on ne partira plus sur une requête, mais sur une assignation. Hein, une demande. Ou une requête conjointe. Ou une requête conjointe. Voilà. Une demande qui sera faite en ligne et qui conduira ensuite, quand on aura une date d'audience, à ce qu'on assigne pour l'autre partie dans le cadre du délai, avec toutes les demandes. Mais l'assignation, en tout état de cause, devra être totalement complète. C'est-à-dire que tous les points que j'évoquais dans la requête devront absolument tous y figurer et de façon encore plus détaillée que ce que je l'ai indiqué, hein, parce qu'il faudra vraiment satisfaire aux dispositions d'une proposition de partage de 157.2. Enfin, en clair, il va falloir faire un très très gros travail, sachant que ça sera encore pire que ce que j'ai indiqué dans la requête, c'est-à-dire qu'il va falloir anticiper un projet de partage avec parfois des époux qui, comme ils ne communiquent plus, on n'a pas forcément les éléments pour pouvoir le faire. Ça va être un petit peu de la construction intellectuelle, tout ça. Alors, ce que je peux proposer à l'Assemblée, bien sûr sous réserve d'avoir les décrets, c'est de vous dire quand même certaines choses qui risquent de se passer. Parce que je crois qu'il faut qu'on s'informe. C'est vraiment un changement. Bon. Donc, après votre intervention, dans le cadre de la synthèse, puisqu'on m'a demandé de faire une synthèse, peut-être que de façon très rapide, je vous dirai ce que je sais, sous réserve, bien sûr, des décrets. D'accord? Pas de souci. Alors, moi, je veux juste préciser 2 ou 3 points par rapport à ce qu'a dit Maître Michneau et que je partage tout à fait. Insister sur l'importance, dès la requête, d'examiner la question de la compétence internationale. Alors, on aura tout un point sur le droit international privé en fin d'après-midi, mais c'est très important, dès la requête, s'il y a un élément d'extranéité, pour les avocats et donc pour le magistrat que je suis, de bien examiner ce point-là, parce que c'est le droit impose au magistrat de vérifier sa compétence internationale en cas d'élément d'extranéité. Donc c'est un point qui est très important et qui n'est pas toujours bien examiné dans les requêtes.
L'importance également que les requêtes soient très complètes, et notamment pour le cas où le défendeur ne comparaîtrait pas, puisqu'il ne peut pas y avoir de nouvelles demandes si la requête ne contenait pas la demande lorsque le défendeur est défaillant, sauf à l'avocat de démontrer qu'il a bien porté à la connaissance du défendeur les nouvelles demandes qu'il souhaite présenter dans le cadre de cette procédure qui est encore orale à ce stade. Donc très important de présenter toutes les demandes dès la requête, et notamment tout le volet patrimonial, parce qu'effectivement, le volet extra-patrimonial relatif aux enfants est souvent bien évoqué, bien développé, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le volet patrimonial. Le domicile conjugal, quand bien même c'est un bien propre, quand bien même c'est une location, et dès lors qu'un époux y vit encore, il faut dire qui va y rester. Et puis, le caractère gratuit ou onéreux de la jouissance. La jouissance n'est gratuite que sur le fondement du devoir de secours ou au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Et normalement, c'est les deux seuls fondements. Donc, c'est important, là aussi, de développer sur ces points-là lorsque l'un des époux veut une attribution du domicile conjugal à titre gratuit. Un autre point sur lequel j'insiste très rapidement, la question des délais, puisque actuellement, les parties sont convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, et lorsque l'accusé de réception ne revient pas signé, il faut faire citer, et donc il y a les délais qui s'appliquent, et notamment le délai minimum de 15 jours, et surtout, lorsque le défendeur est dans les dom-tom ou à l'étranger, il faut appliquer les délais prolongés du Code de procédure civile, et des textes internationaux, et notamment l'article 688 du Code de procédure civile, qui prévoit que lorsque la citation à l'étranger n'est pas remise en personne au défendeur, en tout cas n'est pas remise selon les modalités prévues par la loi, il faut prévoir un délai de 6 mois avant que le juge puisse statuer au fond. Donc ça, c'est des éléments qu'on retrouvera vraisemblablement avec la nouvelle procédure. Donc je voulais attirer votre attention sur ce délai, notamment très long, parce que 6 mois pour pouvoir avoir une citation en bonne et due forme pour les défendeurs à l'étranger. Pour le reste, mêmes éléments que ce qu'a indiqué Maître Michenoux. Je vous laisse continuer, Madame le juge. Alors sur l'audience de conciliation, alors qui existera ou qui n'existera plus, sous quelle forme, on ne sait pas encore. À ce jour, là encore, quelques points sur lesquels je souhaite faire un petit focus. L'article 1110 du Code de procédure civile qui dit que le jour indiqué, le juge statue d'abord s'il y a lieu sur sa compétence. Et la matière du divorce, c'est une matière qui intéresse l'état civil et qui est donc une des matières dans lesquelles le juge peut soulever d'office son incompétence territoriale. Et donc, à titre personnel, je le fais systématiquement, puisque si je ne suis pas compétente territorialement et que je ne le soulève pas et que personne ne le soulève, je devrais aller jusqu'au bout de la procédure et aller jusqu'au prononcé du divorce. Donc, à ce stade, il faut toujours que vous ayez bien sûr vérifié la compétence territoriale, et au stade de la requête, bien sûr, compétence territoriale du juge, qui pourra la soulever d'office et qui devra même le soulever d'office pour ce qui est de la compétence internationale, puisque le droit international impose au juge de vérifier sa compétence internationale. Après, vous savez comment ça se passe, entretien individuel avec chacun des époux présents, puis en présence des avocats. Attention, pas de représentation possible. Bon, je le dis même si ça paraît évident, mais on peut encore avoir des petits ratés à ce niveau-là. Les époux ne peuvent se présenter qu'en personne assistée d'un avocat, et si l'époux défendeur ne se présente pas, l'avocat, même s'il est présent, ne pourra pas représenter son client. La procédure est orale, ce qui signifie que les parties peuvent exposer des nouvelles demandes à l'audience dès lors qu'elles sont contradictoires. Et donc on revient sur la même difficulté du défendeur non comparant si les demandes n'ont pas été présentées dès la requête. Voilà. Là encore très rapidement, l'audience de conciliation est sous-tendue par un principe que j'ai appelé le principe de confidentialité, qui n'est pas aussi clair que ça, mais c'est l'article 252.4 du Code civil qui prévoit que tout ce qui a été dit ou écrit à l'occasion de la conciliation ne peut être invoqué pour ou contre un époux par la suite. Donc, ce qui veut dire que ce qui est contenu dans l'ordonnance de non-conciliation ne pourra pas être invoqué sans être prouvé par la suite. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus du tout l'invoquer, ça veut dire qu'il faut quand même le prouver par la suite.
Voilà, à l'issue de l'audience de conciliation, le juge arrête les mesures provisoires, alors pour le moment en tout cas, qui s'appliqueront jusqu'au prononcé du divorce, sauf modification ultérieure. Bon, le Code de procédure civile permet ces modifications. Et j'insiste très rapidement sur l'importance des mesures provisoires. Je pense que tous les professionnels que nous sommes savent que les mesures provisoires sont la base d'un divorce, si ce n'est réussi, au moins mieux réussi, et notamment pour la liquidation. Mon expérience me fait dire que lorsque les mesures provisoires patrimoniales sont bien réglées au stade de l'ONC, de l'ordonnance de non-conciliation, le travail est plus facile pour chacun, notamment, est-ce que la jouissance est à titre gratuit, est-ce qu'elle est à titre onéreuse, est-ce que qui doit rembourser quelle dette, est-ce que c'est à titre provisoire, est-ce que c'est à titre définitif. Tout ce que nous pouvons régler à ce stade-là, ce sera autant de travail plus facile pour les avocats et pour les notaires, je pense, ultérieurement au stade de la liquidation. Voilà pour ce qui est de l'audience de conciliation. Est-ce que... Oui, pour moi c'est parfait, Madame la juge. C'est bon, pas d'observation. Le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture, peut-être, Maître Michneau, oui. Je vous laisse parler du travail en amont. Tout à fait, tout à fait. Donc effectivement, l'article 233 du Code civil, qui est issu de la loi de 2004, était une avancée pour les avocats significative et qui chemine, là encore, vers l'idée d'une procédure de divorce, je puis dire, apaisée, le moins contentieux possible. Ce procès-verbal 233, on le voit donc là arriver pour la première fois, parce qu'on peut le voir arriver ensuite au fur et à mesure de la procédure, mais il est proposé pour la première fois dans le cadre de l'audience de conciliation. C'est vrai que cette possibilité-là nécessite l'intervention de 2 avocats. Même si les 2 époux sont présents, si les 2 n'ont pas d'avocat, il n'est pas possible de signer ce procès-verbal. Et ce procès-verbal suppose effectivement que les conseils aient joué leur rôle en amont, qu'ils aient expliqué que lorsque ce document est signé, il n'y a pas de retour possible, c'est-à-dire que le principe du divorce est acté, le divorce n'est pas prononcé, mais le principe du divorce est acté définitivement. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, sachant qu'à la conciliation également, si on décide de ne pas signer ce procès-verbal, ce PV 233, on peut le régulariser ultérieurement dans le cadre après de la procédure. Donc là, c'était effectivement important. Alors, un élément nouveau concernant ce PV 233, la loi du 23 mars 2019 a étendu le PV 233, alors on peut en penser ce qu'on en veut, parce que moi ça m'a surpris un peu, mais enfin bon, c'est comme ça, aux majeurs qui sont sous protection. Donc aujourd'hui, vous avez le majeur qui est sous curatelle, qui pourra signer un tel document 233, et même le majeur sous tutelle. Voilà. Donc c'est assez surprenant, mais je pense que ça fait vraiment partie de l'idée qu'on observe depuis une quinzaine d'années, de véritablement d'apaiser les situations conjugales quand il y a des situations de crise. Et donc même pour des personnes qui étaient quand même sous protection, on leur ouvre la porte à ce type de procédure. Voilà. Donc en ce qui concerne ce procès-verbal d'acceptation, c'est une avancée. Et je crois, alors je ne connais pas les statistiques, mais je pense qu'au niveau des Sables d'Olonne, on doit le pratiquer assez régulièrement dans le cadre des audiences de non-conciliation. Et j'avoue que ça permet de régler un gros problème et nous éviter des divorces contentieux. Je ne dis pas qu'on n'en a plus, mais c'est vrai que ça a quand même permis d'éliminer quand même des divorces qui étaient parfois très très lourds à gérer. Voilà, sur ce point-là. Alors, je vais peut-être, Madame le juge... Un point. Sur la dernière évolution et la possibilité pour les majeurs protégés de signer le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture, le majeur protégé signe seul ce procès-verbal et il n'est bien sûr pas représenté par son tuteur, mais il n'est pas non plus assisté par son curateur. Donc c'est vraiment l'idée qu'un individu, même sous protection, décide seul pour lui-même s'il veut divorcer, s'il accepte le principe de divorcer ou si ce n'est pas le cas. Et deuxième petite précision, j'insiste un petit peu sur le rôle très important de l'avocat en amont de l'audience pour expliquer ce que c'est que le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture. Vous voyez tous, avocats, comment ça se passe à l'audience. C'est quelques instants où le juge va très rapidement
expliquer ce que c'est que ce procès-verbal, quelles sont les conséquences, mais l'époux qui ne s'est pas déjà décidé, ce n'est pas à l'audience qui va pouvoir prendre sa décision, et ça c'est vraiment le rôle de l'avocat avant l'audience, d'avoir expliqué les conséquences, les enjeux, et que son client ait pu avoir un petit temps de réflexion avant l'audience pour se décider et savoir à quoi il s'engage. Parce qu'à l'audience, il n'y a plus vraiment ce temps, on peut laisser quelques minutes, mais il se passe tellement de choses que le justiciable, l'époux, il n'est plus disponible pour cette réflexion sur l'acceptation ou non du principe de la rupture. Une fois que c'est signé, on ne revient plus en arrière. Voilà, donc ensuite, une fois que effectivement l'audience de conciliation est passée, on a une ordonnance de non-conciliation, il faut relancer la procédure au fond. Donc ça passe nécessairement par une assignation. Si effectivement à la conciliation on n'a pas signé ce procès-verbal 233, les parties sont libres. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les possibilités, disons, procédurales, mais on peut repartir sur un divorce faute, on peut attendre un délai de 2 ans pour partir sur un divorce pour altération conjugale, ou effectivement, si le procès-verbal 233 est signé, on est tenu de rester sur ce fondement-là et on ne peut pas, absolument pas changer le fondement juridique. Tout ça s'est enfermé dans des délais. Il faut savoir que l'ordonnance de non-conciliation a une durée de vie de 30 mois et que si rien ne se passe dans ce laps de temps, eh bien, toutes les mesures provisoires deviennent caduques. Ça, c'est quelque chose, c'est un couperet, et c'est vrai que ça peut nous arriver aux uns et aux autres d'avoir oublié, laissé passer, laissé filer, le temps est passé et on reçoit l'ordonnance de caducité à un moment donné. Également, au niveau des délais, rappelez que le demandeur dispose d'un délai de 3 mois en premier pour assigner, le défendeur ne peut pas, et ensuite toute attitude est faite ensuite à l'issue du premier délai de 3 mois. Les deux peuvent reprendre la main, si je puis dire, sur l'assignation qui sera délivrée. Alors cette assignation, donc vous avez compris qu'il faut choisir son fondement juridique. Donc on choisit le 233, le 242 pour faute ou le 237 pour altération du lien conjugal. Il va falloir réaborder le sujet qui fâche et qui est toujours, en tout cas pour nous, très compliqué. C'est l'article 257.2, c'est-à-dire qu'on rentre dans la proposition de partage des intérêts pécuniaires des époux. Et ça reste toujours un gros problème, sachant que si on ne le fait pas, c'est à peine d'irrecevabilité. Que là, tout dépend, je dirais pour moi, de ce qui s'est passé à l'audience de conciliation. Si à l'audience de conciliation, on a eu de la transparence, on a eu des choses qui se dessinent, on a eu un 255.10 d'ordonnée ou 255.9, on pourra espérer, si le travail s'enchaîne vite, avoir des éléments qui vont pouvoir combler et satisfaire à cette exigence légale, soit, eh bien, on n'a pas grand-chose et il va falloir qu'on brode. Déjà, je dis clairement que parfois, il faut avoir de l'imagination pour essayer de voir avec les clients ce qu'on va pouvoir commencer à proposer pour rester dans le cadre légal, ne pas prendre le risque d'une irrecevabilité, même si effectivement les juges ne peuvent pas la soulever d'office, il n'en demeure pas moins que ça me paraît très gênant d'arriver devant un magistrat en ayant quasiment une feuille blanche par rapport à ça. Ça ne me paraît pas très sérieux, et donc il faut quand même faire une construction et proposer quelque chose. Alors on fait ce que l'on peut, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas en 233, mais dans les deux autres cas de figure, on peut être très seul dans la procédure quand on est en demande, avoir en face de soi quelqu'un qui ne communique pas, qui n'a pas communiqué, qui n'est pas venu à la conciliation, on ne connaît rien des éléments du patrimoine, etc., parce que parfois il y a beaucoup d'opacité, et j'avoue que c'est un peu le parcours du combattant. Donc on est quand même obligé de satisfaire à cette obligation légale, en tout cas moi j'y attache beaucoup d'importance, mais peut-être qu'effectivement, je ne vais pas au bout de tout, parce que l'article 267 du Code civil, il vous en sera évoqué, il vous en sera parlé tout à l'heure, et c'est vrai que c'est peut-être un article qu'on oublie d'utiliser, mais qui permettrait peut-être d'avancer le schmilblick au stade de la liquidation après pour la liquidation du régime matrimonial. Voilà, donc l'assignation doit comporter donc effectivement le fondement juridique. On reprend les modalités concernant les enfants, ça me paraît évidemment aller de soi. On reparle du patrimoine, de la prestation compensatoire, c'est l'autre gros sujet qui fâche. On
on en propose une, on n'en propose pas, on n'en met pas. En règle générale, quand c'est l'époux qui est demandeur au divorce et que ça ne se passe pas très bien, généralement on squeeze la prestation compensatoire et généralement on n'en parle pas, on oublie d'en parler, sachant que le débat de fond remettra sur la table ce débat. Voilà, donc l'essentiel de ce que je voulais indiquer pour moi sur l'assignation en divorce, Madame le juge. Je rebondis sur la question de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux. Alors, c'est effectivement une obligation qui est prévue par la loi, à peine d'irrecevabilité, qui ne peut pas être soulevée d'office par le juge, qui n'est dans les faits, moi, je ne l'ai jamais vu soulevée par quiconque. Bon, ceci dit, en principe, il y a cette proposition. Mais attention, ne vous méprenez pas, elle est obligatoire, cette proposition, parce que le législateur veut inciter les époux à discuter de la liquidation. On y reviendra plus tard, la liquidation, le législateur essaye que la liquidation se fasse le plus tôt possible, mais pour le juge, cette proposition, ça n'est pas une prétention. Et le Code de procédure civile le dit, la jurisprudence l'a dit, le juge n'a pas à trancher ces points-là. Donc c'est toute une discussion qui va intéresser les avocats et les parties. C'est pas que ça ne va pas intéresser le juge, mais c'est que, de fait, le juge n'aura pas à trancher et il n'y a pas de prétention qui puisse être élevée dans ce cadre-là, sauf les conditions de l'article 267 qu'on reverra plus tard. Donc attention à ne pas vous méprendre sur la portée de ces propositions, qui en fait sont vraiment une incitation à discuter de la liquidation. Concernant l'aspect procédural, un petit point. Depuis le 1er septembre 2019, le Code de procédure civile, dans son article 796-1, prévoit un enrôlement obligatoire de l'assignation par RPVA, sauf cas exceptionnel. Et donc, je le rappelle, à peine d'irrecevabilité, je le dis parce que c'est encore relativement récent, qu'il y a encore parfois des ratés, et que la souplesse éventuellement des juridictions ne pourra pas durer éternellement sur cette question. Donc n'oubliez pas, voilà, obligatoirement par RPVA. Un autre rapide petit point sur le choix du fondement du divorce. Vous savez que le choix du fondement, c'est très important, c'est central, puisque si le procès-verbal a été signé de rupture, la question ne se pose pas, il n'y a pas d'autre possibilité. Mais quand l'avocat avec son client choisit le fondement du divorce, il ne peut plus ensuite modifier son fondement, sauf pour aller vers l'acceptation du principe de la rupture. Donc, c'est vraiment un choix central, stratégique même, et n'oubliez pas, pour le divorce pour faute, il faut prouver les fautes, et pour le divorce pour altération définitive du lien conjugal, et jusqu'à une modification de la loi qui arrivera bientôt, il faut pouvoir prouver le délai de 2 ans, donc jusqu'au mois de décembre au moins, il faut le faire. Il faut prouver le délai de 2 ans dès l'assignation, parce que vous vous exposez au risque que le défendeur soit absent, et s'il est absent et que vous n'avez pas versé les pièces prouvant le délai de 2 ans, vous vous exposez, et vous exposez votre client à un débouté de la demande de divorce. Voilà sur l'assignation. Un tout petit point sur la caducité de l'ordonnance de non-conciliation. Donc, la caducité intervient une fois que le délai de 30 mois est passé, en fait 34 mois du fait du temps d'enrôlement de l'assignation. Et c'est une caducité de l'autorisation d'assigner. Donc, ça veut dire la procédure est terminée. Et tant que ce délai de 30 mois ou 34 mois n'est pas passé, l'avocat qui est à l'AJ ne peut pas se faire payer, puisqu'on n'a plus de procédure payée de sa partie d'ONC, puisqu'on n'a pas de procédure en cours et que la procédure n'est pas terminée. Donc on ne peut pas délivrer d'AFM dans ce cadre-là. Voilà, donc autre mode de saisine, donc effectivement, on n'est plus dans le cadre de l'assignation, voilà, mais très rapidement, c'est la requête conjointe. Donc là, on repart sur notre procès-verbal 233. Effectivement, les époux, avec leur conseil, ont pu décider de ne pas le signer à l'audience de non-conciliation, mais arrivent à trouver ensuite un consensus et un accord, et plutôt que de repartir sur une assignation, on avance autrement, et donc on peut faire signer ce procès-verbal 233 par chacun de nos époux, et avec l'avocat adverse, on régularise une requête conjointe, on joint les originaux des procès-verbaux et on enrôle tout ça auprès de la juridiction, qui actera donc de ce que les époux
sont partis, ont fait le choix d'une procédure de divorce de 133 et le juge d'affaires familiales tranchera éventuellement les points de désaccord qui peuvent subsister. Alors, je pense il peut y avoir souvent un accord autour des enfants, mais le point de désaccord le plus qui subsiste, c'est la prestation compensatoire. Mais au moins, ça permet de réavancer, de réenclencher le processus et d'aller le plus vite possible, souvent au prononcé du divorce. Voilà donc ce que je voulais indiquer sur le mode de saisine de la juridiction. Et dans les requêtes conjointes, ne pas négliger les pièces justificatives, parce que même si les époux sont d'accord, il faut pouvoir justifier quand même d'un certain nombre de choses par rapport aux demandes, et notamment pour le report des effets du divorce. Ne pas oublier éventuellement avoir les pièces justificatives et sur les pièces financières, parce que c'est vrai que souvent vous partez du postulat que la requête conjointe, si les époux sont d'accord sur tout, le juge va se contenter de recopier, ce qui n'est pas complètement faux, mais qui n'est pas complètement vrai non plus. Et donc, n'oubliez pas de joindre les pièces justificatives à l'appui des demandes dans le cadre des requêtes conjointes. Voilà ce que je voulais donc notre assignation ou notre requête est bien enrôlée et maintenant, c'est la place du juge de la mise en état.